Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Cette semaine, nous allons faire un tour à l'ancien hôpital général de Montréal. Montréal Hanté offre des visites thématiques, des recherches paranormales et une tournée des bars fantomatiques à Montréal. Pour en savoir plus sur l'organisation fondée par Donovan King, n'hésitez pas à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Des centaines de personnes âgées habitent dans un grand bâtiment à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Dominique. Anciennement l'hôpital général de Montréal, il s'agit maintenant du CHSLD Paul-Émile Léger, une maison subventionnée par le gouvernement dans le nord-est du quartier chinois de Montréal. Selon diverses sources, les manifestations étranges, voire paranormales, n'y sont pas rares. Des visions et des pensées troublantes semblent fuser de nulle part. Certains ont rapporté des hallucinations. Il y a aussi des visions d'une femme spectrale vêtue d'une robe et d'un chapeau ancien, sans mentionner l'apparition mystérieuse qui a été vue assise sur le toit élevé, regardant les gens sur la rue en bas. Ces phénomènes pourraient-ils être liés à l'hôpital général de Montréal, actif sur les lieux de 1822 à 1953? Ou serait-il en lien avec le scandale des agressions qui secoua l'établissement au cours des années 90, alors que c'était l'hôpital Saint-Charles-Borromée? Un homme désirant demeurer anonyme nous confia qu'il vécut une étrange expérience dans le vieil hôpital général au début des années 90. Il raconte qu'à l'époque, son oncle, qui venait d'avoir 81 ans, avait dû être placé dans un établissement de soins de longue durée dû à une perte de maîtrise de son corps et de son esprit. Le médecin avait recommandé l'hôpital Saint-Charles-Borromée, qui était en somme un foyer pour personnes âgées dans l'ancien hôpital général. L'endroit était idéal. À cette époque, notre homme vivait au centre-ville et donc pouvait visiter son oncle presque à tous les jours. Les deux avaient toujours été proches, l'oncle ayant aidé sa mère à l'élever après que son père ait abandonné la famille alors qu'il était encore nourrisson. Lorsque l'oncle a été placé, il ne s'en plaint pas. Toujours optimiste, il a même suggéré qu'il se ferait peut-être de nouveaux amis. Le neveu visitait son oncle tous les jours et après quelques semaines, il remarqua un comportement étrange. C'était comme si son oncle tentait de cacher quelque chose. L'homme n'était pas certain si c'était lié à la détérioration mentale ou à autre chose. Quand le neveu lui demanda s'il avait rencontré quelqu'un d'intéressant, l'oncle se taisait. Même chose lorsqu'il était question des autres résidents ou du personnel. Il haussait les épaules et ne disait rien, ce qui n'était pas comme lui. Au début, le neveu attribua ce comportement à la démence. Puis, un jour, de nulle part, l'oncle lui sortit qu'une femme le visitait la nuit. Il l'a décrite comme vêtue d'un chapeau blanc et d'une sorte de robe ancienne avec des manches bouffantes. Le neveu prit ça pour un rêve, mais l'oncle semblait s'agiter de plus en plus à chaque jour. Il affirmait que des pensées dérangeantes entraient dans son esprit sans aucune raison. Il se plaignait qu'il avait souvent des cauchemars terrifiants dans lesquels une apparition malveillante lui ordonnait d'agir de façon cruelle. Il mentionna que la femme dans la robe ancienne blanche le réveillait souvent pour l'aider à se calmer. Le neveu pensa que son oncle commençait peut-être à perdre son sens de la réalité avec l'âge. N'importe, il s'informa auprès du personnel à propos d'une prétendue femme vêtue d'une robe blanche, mais on lui répondit qu'il n'y avait personne comme ça à l'hôpital la nuit, et que c'était seulement la folle imagination de son oncle. Puis, un jour, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le neveu, étant curieux, explorait les coins de l'hôpital avant d'aller visiter son oncle. Se trouvant dans une chambre vide, il fut soudainement envahi par une odeur délicate, pénétrante et distincte. Un nuage lui apparut et pendant qu'il inspirait, il se mit à halluciner. Le plancher de linoléum s'était transformé en bois et soudain, inexplicablement, il vit du sang s'épancher autour de ses pieds. Cependant que l'odeur s'intensifiait, il tenta de s'enfuir mais glissa dans la flaque de sang et tomba par terre. Paniqué, en frappant le sol, il vit aussitôt tout redevenir anormal.
ni sang, ni plancher de bois, ni odeur bizarre. Dérangé, il visita son oncle dans sa chambre. Ce jour-là, l'oncle, qui était plus agité que jamais, lui dit qu'il voulait quitter l'hôpital. Malgré sa fragilité, il était catégorique, racontant que la femme à la robe ancienne l'avait prévenu de s'installer ailleurs avant qu'il ne soit trop tard. L'oncle était presque en larmes et, suivant l'expérience étrange que le neveu venait d'avoir, il était résolu de l'en sortir au plus vite. 2 semaines plus tard, début 1993, son oncle quitta l'hôpital pour une résidence privée où il sembla plus heureux et à l'aise. Le neveu fut satisfait du changement malgré les coûts additionnels, car son oncle était redevenu à son état habituel plus calme. Ses cauchemars avaient cessé et le neveu n'avait plus eu d'hallucinations. La mystérieuse femme à la robe ancienne et au chapeau n'a plus jamais été mentionnée. En sortant son oncle de l'hôpital Saint-Charles-Borromée, l'homme l'a peut-être sauvé juste à temps. Mais avant d'examiner le pourquoi, il vaut la peine d'en savoir un peu plus sur l'histoire du bâtiment. L'hôpital général de Montréal fut probablement l'un des rares hôpitaux nés d'une effusion de sang. Durant sa phase de planification au début des années 1800, il y eut beaucoup d'animosité entre les personnes impliquées. 2 gentilshommes en particulier, le Dr William Caldwell et le député Michael O'Sullivan, se disputaient constamment. Caldwell était protestant et O'Sullivan catholique, 2 religions souvent en conflit. À l'époque, il se trouvait un hôpital infesté d'insectes sur la rue Craig, incapable de combler les besoins des Montréalais et des immigrants malades. Des philanthropes comme le brasseur John Molson aida à subventionner le nouvel hôpital. Quand les responsables proposèrent d'y faire travailler des infirmières au lieu des sœurs, O'Sullivan s'opposa fermement. Il suggéra que les laïcs manqueraient de professionnalisme comparé aux sœurs et que les étudiants en médecine auraient le droit de mener des expériences sur les patients morts. Outragé, le Dr Caldwell écrivit une lettre anonyme critiquant O'Sullivan. Quand ce dernier en découvrit l'auteur, il défia le Dr Caldwell à un duel à Pointe-Claire, loin des badauds, comme le voulait la tradition à l'époque. L'endroit choisi fut Windmill Point, un terrain de 1,8 hectares sur lequel un moulin donne sur le fleuve Saint-Laurent. Les 2 hommes s'affrontèrent à l'aube le samedi 11 avril 1819. À 20 pas l'un de l'autre, avec des pistolets chargés, ils se tinrent comme de coutume. Quand le signal fut donné, ils se tirèrent dessus. Après s'être manqué lors de 4 échanges de plomb, O'Sullivan insista pour qu'ils continuèrent. Au 5e coup, les 2 hommes furent atteints. Le Dr Caldwell au bras droit et O'Sullivan au côté droit du torse, manquant de près son cœur. La balle se logea dans sa colonne. Tous 2 survécurent à ce qui a peut-être été le plus long duel de l'histoire de Montréal. La décision fut enfin prise de bâtir l'hôpital sur la rue Dorchester, aujourd'hui le boulevard René-Lévesque. Le 6 juin 1821, la pierre angulaire du nouvel hôpital général de Montréal fut posée. Conçu par l'architecte Thomas Phillips, l'hôpital fut bâti sur 2 étages avec un sous-sol et un grenier. Penché sur le toit était une coupole. Il ouvrit ses portes l'année suivante, le 3 mai 1822. Dès ses débuts, l'hôpital avait plusieurs problèmes liés au bas salaire, au manque d'infirmières et au taux élevé de rotation des employés. Les soins médicaux étaient peu éprouvés et souvent toxiques. Et la chirurgie très dangereuse à cause d'une menace constante d'infection. Seulement 25 opérations se faisaient par jour dues au risque de mort. Dès l'admission, les patients recevaient une bouteille de whisky ou de brandy, de 4 ou 8 onces pour les aider à relaxer. Parfois, ils s'enivraient avec le personnel de l'hôpital. Dans un cas, un aveugle offrit à son copain malade une bouteille de whisky sur son chevet, mais il lui donna plutôt une bouteille de laudanum, un extrait d'opium. Cette bonne gorgée fut la mort de l'homme. Au fil des ans, les conditions s'étant améliorées, l'hôpital fut élargi plusieurs fois. On ajouta d'autres ailes, l'aile Richardson en 1868 et l'aile Moreland en 1875. En 1894, un bâtiment séparé fut créé pour la pathologie juste derrière la partie de l'hôpital avec le dôme, qui avait été converti en tour d'isolement pour les variolés. Plusieurs noms importants du domaine médical ont travaillé à l'hôpital général au fil des ans.
Sir William Osler, pionnier en pathologie, a pratiqué des autopsies sur des patients qui avaient succombé à leur maladie ou à leurs blessures. Wesley Bourne devint mondialement connu pour ses techniques de base en anesthésiologie à l'hôpital et pour avoir initié les patients à la cocaïne. Sir Thomas George Roddick pratiqua plusieurs amputations et John McCrae, qui allait devenir l'auteur de In Flanders Field durant la Première Guerre mondiale, y travailla comme médecin, publiant des manuscrits sur le typhus et les maladies inflammatoires. Même si l'hôpital a été agrandi maintes fois jusqu'à 9 étages, une décision fut prise au début des années 1950 de le déménager vers un site plus grand sur les pentes du Mont-Royal. En 1956, les patients furent placés dans ce nouvel hôpital sur l'avenue Cedar. Le vieil hôpital général de Montréal, initialement converti en maison pour l'âge d'or, fut transformé en l'hôpital Saint-Charles-Borromée en 1968. Dédié à la réhabilitation et aux soins de longue durée. Pendant quelques décennies, l'hôpital fonctionna sans incident majeur, mais en 1993, les rumeurs se répandirent que certains patients de l'hôpital subissaient de mauvais traitements. Les résidents s'étaient plaints qu'ils se faisaient verbalement et psychologiquement agresser par certains membres du personnel. En 1999, une action collective détaillant des centaines de cas d'abus fut entamée contre l'hôpital. En premier, l'histoire ne fut pas tant vague, mais en 2003, les membres de la famille d'un patient commencèrent à enregistrer le personnel. Ils furent capables de vérifier la réalité des agressions de leurs proches. Avec cette nouvelle preuve, le scandale explosa et les médias y prêtèrent plus attention. En 90 heures d'enregistrement, la preuve accusait le personnel de maltraitance envers leurs proches, une femme de 51 ans, sérieusement handicapée à la suite d'un accident de voiture à l'âge de 18 ans. Il l'appelait truie, lui disait de la fermer régulièrement, refusait de lui apporter de l'eau et se moquait d'elle sans arrêt en lui disant qu'un homme pervers se touchait à l'extérieur de sa fenêtre. Les cassettes ont pressé Philippe Couillard, alors ministre de la Santé, à ouvrir une enquête sur les conditions de vie à l'intérieur des maisons de retraite du Québec. Le 26 novembre 2003, Léon Lafleur, directeur de l'hôpital, fut trouvé mort dans une chambre d'hôtel à Saint-Hyacinthe, à 50 km de Montréal. Il s'était suicidé après avoir écrit une lettre blâmant le gouvernement pour sa situation. Suivant l'enquête, les conditions de vie s'améliorèrent et le bâtiment fut renommé Centre d'hébergement Paul-Émile Léger, peut-être pour se distancier du scandale. 13 ans après le lancement de la poursuite, les victimes ont remporté 8,5 millions de dollars. Mais revenons à cet oncle qui fit une rencontre paranormale à l'hôpital. Il appert que son neveu l'est sorti à peine quelques semaines avant le début des agressions. Qui donc put être la femme dans la robe et le chapeau blanc qui l'avait averti de partir? Une hypothèse suggère le fantôme de Nora Gertrude Elizabeth Livingston, une infirmière éduquée de New York. En 1890, elle accepta un emploi à l'Hôpital général de Montréal à deux conditions: que les infirmières n'aient plus à s'occuper du ménage et qu'elles puissent embaucher du personnel compétent pour ouvrir une école d'infirmières. Ces demandes acceptées, elle a vite nettoyé les services et réarrangé les fonctions du personnel, accueillant les premières étudiantes le 1er avril 1890. Elle était vue comme stricte et disciplinée, mais prenait grand soin de ses effectifs. Bien que cela nous éclaire sur l'identité possible du fantôme, il reste à expliquer l'étrange et sanglante hallucination du neveu. Une hypothèse s'appuierait sur le fait que l'hôpital fut un des premiers à explorer le champ de la pathologie moderne. Celle-ci, spécialité encore controversée à l'époque, vit le jour durant la seconde moitié des années 1880. Avec l'invention du microscope, les médecins pouvaient étudier la microbiologie en plus de détails. L'étude de la pathologie était controversée car elle impliquait l'anatomie morbide. Pour essayer d'en savoir plus sur les maladies, les pathologistes faisaient des observations détaillées sur les patients morts, impliquant une dissection des corps. Le docteur William Osler accepta le premier poste de pathologiste à l'hôpital en 1876. La salle d'autopsie était alors une petite chambre défraîchie dans le sous-sol avec une table en bois, illuminée par une lampe à l'huile. Les patients des étages supérieurs se plaignaient souvent des odeurs qui s'échappaient de cette salle terrifiante.
Remarquablement, le Dr Osler pratiqua un total de 780 autopsies durant sa première décennie à l'hôpital. L'étrange odeur que le neveu avait sentie était peut-être du phénol, introduit comme antiseptique au cours des années 1870 par le Dr Roddick. Auparavant, la première salle d'opération se situait sous la coupole de l'hôpital, avec un plancher de bois et une table d'opération qui était tachée de sang et rarement lavée. Les médecins portaient régulièrement leurs vieilles redingotes qui se trempaient de sang durant les opérations et les autopsies. Au début, aucune tentative n'était faite pour stériliser ni la salle ni les instruments. Le Dr Roddick présenta le phénol ou acide carbolique en tant que désinfectant sous forme de gaz. Avec une citerne d'1 gallon d'eau chauffée par un brûleur à alcool et un flacon de phénol attaché au système, la machine créait un nuage antiseptique lors des opérations. La technique puissante fit chuter le taux de mortalité lors d'amputation de 80 à moins de 4 %. Au sujet des hallucinations, avec l'apparence d'outre-mort du nuage de phénol et la flaque de sang, peut-être que le neveu est tombé sur quelques chirurgies ou autopsies paranormales. À l'automne 2016, l'établissement fut visité par une médium qui capta immédiatement les signes qu'il était hanté. En examinant de plus près, elle remarqua le fantôme d'un homme perché haut sur le toit qui fixait les gens plus bas sur la rue. Elle fut incapable de le décrire en détail et la raison de sa présence ainsi que son identité demeure sans réponse. Bien que son oncle soit maintenant décédé, le neveu n'oubliera jamais son expérience à l'ancien hôpital général de Montréal. On ne sait pas s'il y a toujours des manifestations paranormales dans l'édifice. Si vous y avez fait quelques rencontres fantomatiques, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer les vidéos, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.